Formidable ce mécanisme de translation d'adresse par port. Il permet réellement d'économiser des adresses IP publiques. Tiens d'ailleurs, interrogation. Combien de machines peuvent accéder simultanément à Internet avec une seule adresse IP publique? Sachant que l'on a 65 535 ports TCP ou UDP, on peut en première approximation donner comme réponse, allez, une soixantaine de milliers de machines. Donc avec une seule adresse IP publique, on peut donner un accès à Internet à peu près, grosso modo, 60 000 machines. Je ne donne pas de réponse plus précise, c'est une question que je poserai lors d'un exercice. La translation d'adresse par port est donc une vraie solution à la pénurie d'adresses IP. C'est un mécanisme mis en place dans la totalité des routeurs d'accès Internet, typiquement dans toutes les box Internet dont vous disposez à la maison. Dans la vidéo précédente, on a étudié le cas de machines clientes qui accèdent à des services sur Internet. Bien sûr, les machines clientes étaient derrière un routeur qui faisait la translation d'adresse par port. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'inverse, c'est-à-dire que l'on va voir comment on peut héberger des serveurs lorsqu'ils sont sur le réseau interne derrière un routeur PAT. Par exemple, imaginons une entreprise ou un particulier. Il souhaite mettre en place un serveur web accessible depuis tout le réseau Internet. Que doit-il faire? On a toujours la même topologie et on va se focaliser sur S1. S1 est un serveur web, on veut qu'il soit accessible depuis Internet. Typiquement, depuis la machine W, on doit pouvoir accéder au serveur web S1. La table de translation d'adresse est pour l'instant la même que celle de la vidéo précédente. On retrouve les deux lignes correspondant aux communications de A pour la première ligne et de B pour la deuxième ligne vers le serveur 105.6.3.1. Que doit-on faire pour rendre le serveur web sur S1 accessible depuis l'extérieur? On va mettre en place un mécanisme de port forwarding. On dit aussi plus communément que l'on ouvre un port sur le routeur. Le port forwarding consiste à rediriger les paquets reçus sur un port donné vers une autre machine. Ici, on va indiquer à R1 de rediriger les paquets qu'il reçoit. Ces paquets, lorsqu'ils ont le port 80, il devra les rediriger vers la machine S1. Donc, il devra changer leur adresse IP destination et la remplacer l'adresse IP 78.1.1/32 par 10.0.0.200. Plus prosaïquement, on va rajouter une entrée statique dans la table de translation d'adresse. Donc, on rajoute l'entrée 10.0.0.200 80, donc ça c'est en interne, port externe 80. Détaillons la communication de la machine W vers le serveur web de l'entreprise. Imaginons que W émet une requête avec comme adresse destination, bien sûr l'adresse IP destination, l'adresse IP publique de l'entreprise, 78.1.1.1. Ici, on se doute qu'il va y avoir un processus de résolution DNS, mais comme ce n'est pas l'objectif du cours, on ne le détaillera pas. Donc, on sait que W sait que le serveur web de l'entreprise est accessible par 78.1.1.2.80. Le paquet va être acheminé à travers le réseau. Il va arriver jusqu'à R1. R1 va regarder dans sa table de translation d'adresse. R1 trouve que tous les paquets qui sont à destination du port 80 doivent être translatés sur le réseau interne. On laisse le port 80 comme port destination et on met comme adresse IP 10.0.0.200. Donc c'est ce qui est fait ici. L'adresse IP source n'est pas changée, c'est toujours W. Le port source n'est pas changé, toujours 1125. Par contre, l'adresse IP destination, elle est transformée en 10.0.0.200. Ici, on ne touche pas le port destination. L'hébergement de serveurs est donc possible. Par contre, il nécessite une configuration du routeur d'accès Internet. C'est un gros inconvénient. Avant la translation d'adresse, toutes les machines étaient directement accessibles. Ce n'est plus le cas. On a donc deux inconvénients principaux. La solution n'est pas dynamique et elle nécessite une certaine expertise, donc elle n'est pas forcément à portée du grand public. Dans un monde idéal, il faudrait que dès qu'un service est proposé par une machine du réseau interne, ce service soit directement accessible depuis Internet. Bien sûr, sauf si pour des raisons de sécurité, on ne souhaite pas rendre le service disponible
Dans ce cas, il faudrait l'interdire de manière explicite. Ici, lorsque l'on va configurer un service sur une machine, il va falloir configurer le routeur R1 pour que le service soit accessible depuis l'extérieur. C'est faisable par déjà expérimenté pour ici un serveur web dont on ne change que rarement l'adresse IP. Par contre, ça devient compliqué lorsqu'on propose un service de manière temporaire. Imaginons que C et W veulent jouer directement en réseau. C lance son jeu en réseau et le configure pour être serveur. Et donc W va devoir se connecter au serveur qui est sur C. Il faut que l'utilisateur sur C aille configurer le routeur R1 pour ajouter une entrée statique dans la table de translation d'adresse pour que lorsque R1 reçoive le paquet à destination du serveur, c'est un port X ou Y, mais du serveur configuré par l'application Jean Réseau, le paquet soit redirigé sur C. Donc à chaque fois que l'on va avoir besoin de jouer, il va falloir reconfigurer R1. D'autant plus que la plupart du temps, l'adresse affectée à C est variable. On sait qu'on a un processus d'HTTP, donc dès que C va vouloir jouer, ça va poser problème. Vous pourrez me dire, oui, mais il n'y a pas de problème, parce qu'imaginons que ce soit W qui héberge le serveur de Jean Réseau. Mais dans ce cadre-là, W est aussi un particulier, il est aussi derrière un routeur qui fait la translation d'adresse par port, et il devrait configurer sa table de translation d'adresse de son routeur d'accès. Et donc on a toujours le même problème. Dernier inconvénient qu'il faut citer, il est impossible d'héberger deux serveurs de même type. Ici on a un serveur web S1 pour l'entreprise, et il est impossible d'héberger un deuxième serveur web. Pourquoi? Parce qu'il faudrait deux entrées ayant comme port externe 80, et on sait que ce n'est pas possible.